Bonjour à tous, bon après-midi, bonsoir. Cela dépend bien sûr du lieu où vous vous trouvez. Nous sommes ravis de vous avoir pour ce webinaire pour le GPE où nous allons vous présenter ANLAS. C'est une nouvelle initiative du GPE pour renforcer les systèmes d'évaluation de l'apprentissage. Avant de commencer, ce que j'aimerais, c'est attirer votre attention sur quelques questions d'intendance. Si vous avez des difficultés de raccordement pendant le webinaire, dites-le nous par voie électronique webinaire@gpe.org. Webinaire@gpe.org. Surtout notez que nous aurons des questions-réponses après les exposés. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions pendant tout le webinaire par l'intermédiaire de YouTube ou par voie électronique webinaire@gpe.org. En d'autres termes, si vous avez une question, envoyez-le nous à ce mail ou par voie de YouTube au salon, c'est-à-dire au chat. Nous essaierons de répondre à autant de questions que faire se peut. Et surtout, quand vous envoyez vos questions, dites-nous votre nom, votre organisation, et si l'un des exposés, si l'une des personnes qui présentent l'exposé, vous voulez vous adresser à cette personne directement, dites-le nous également. Et aux fins d'information, nous sommes enregistrés et nous allons vous envoyer à tous les ressources associées au webinaire ainsi que le lien pour que vous puissiez écouter à nouveau cet exposé. Nous allons donc commencer. Ce webinaire où nous allons discuter d'ANLAS, c'est-à-dire la nouvelle initiative du GPE, va se dérouler comme suit. Diapositive suivante. Je me présente, Rania Oubekanavan. Je suis spécialiste de l'éducation et chargé des évaluations de l'apprentissage au secrétariat du GPE. Je vais animer ce webinaire et je ferai le premier exposé pour un survol de l'objectif d'ANLAS ainsi que du modèle ANLAS. Puis, nous aurons notre collègue Ursula Schwenter à l'ACER qui est à Melbourne et elle nous parlera des processus et des outils d'ANLAS. Pour vous donner une présentation des plus brèves, Ursula est chargée de la recherche à l'ACER et participe à des projets pour le suivi des projets de l'éducation. Elle est notre homologue de l'ACR pour le développement de l'ANLAS. Troisième exposé ensuite sera réalisé plus particulièrement sur l'expérience du pilote en Mauritanie. Et cet exposé va être réalisé par nos collègues Ousmane Birba, qui se trouve à la Confemen PASEC, le secrétariat en la matière. Il est le conseiller technique du programme PASEC et il est le point de contact pour le pilote d'ANLAS en Mauritanie. Il est économiste et en statistique, économétrie et analyse des systèmes d'éducation. Et pour cet exposé, nous aurons également Mohamed Salam, qui est le point focal d'ANLAS en Mauritanie, voulais-je dire, et qui est chercheur également à Nouakchott, en Mauritanie, et qui se spécialise dans l'évaluation des systèmes d'éducation. À la suite de quoi, nous aurons des questions et réponses, et donc une discussion, comme je vous l'ai dit. Diapositive suivante, si vous voulez bien. Premier exposé que je vais vous faire sur l'objectif d'ANLAS et du modèle ANLAS. Diapositive suivante. Pour vous donner le contexte, dans le cadre de GPE, c'est-à-dire des systèmes d'évaluation de qualité, sont des éléments essentiels pour des systèmes d'éducation efficaces dans leur ensemble. Et dans le modèle de financement du GPE, les pays qui demandent un financement SPIG du GPE doivent en fait avoir un système ou un mécanisme en place pour saisir
les résultats de l'apprentissage ou pour développer ces mécanismes en tout cas. Si ces systèmes ou mécanismes n'existent pas encore, ils se serviront d'une partie du financement du GPE pour élaborer ces systèmes. Pour nous, donc, c'est un levier extrêmement important pour notre appui, en tout cas pour les pays. Car pour être en mesure d'améliorer les résultats de l'éducation, c'est l'un des objectifs essentiels au GPE pour appuyer les pays. Donc, nous sommes censés suivre les résultats de l'apprentissage et avoir des données solides dans ce domaine. Le GPE offre également un financement fondé sur les résultats par l'intermédiaire des SPIG par rapport à plusieurs résultats sectoriels et de transformation, y compris les résultats de l'apprentissage. De plus, le GPE suit les progrès réalisés par les pays pour réaliser de bons systèmes d'évaluation de l'éducation, et ce grâce à notre cadre de l'éducation, tout particulièrement l'indicateur 15 de ce cadre, qui suit la qualité des systèmes d'évaluation, et ce dans les pays partenaires. Pour pouvoir renforcer la capacité de ces systèmes dans nos pays partenaires, il y a quelques années, nous avons lancé le A4L, qui est une évaluation pour compléter notre appui au niveau des pays pour renforcer les systèmes d'évaluation des résultats et d'avoir une mesure plus complète. Et ANLA, c'est donc un élément essentiel de A4L qui vise à appuyer et à orienter les pays partenaires pour renforcer et améliorer les systèmes d'évaluation de l'apprentissage. Qu'est-ce qu'est ANLAS? En anglais, c'est Analyse des systèmes d'évaluation de l'apprentissage. Et c'est une ressource fournie par le GPE grâce à notre initiative A4L. Dans l'ensemble, ANLAS permet aux pays participants de recueillir et d'analyser les informations sur le système d'évaluation d'apprentissage pour circonstancier le développement et la mise en œuvre de stratégies d'amélioration pour améliorer ce système. Et ANLAS se trouve dans le processus de planification du secteur de l'éducation dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'il est important dans l'ensemble pour que les pays analysent ces systèmes d'évaluation? Alors, ce sont des outils très importants pour avoir des données sur les réalisations de l'apprentissage, pour suivre les résultats de l'éducation qui seraient équitables et pour circonstancier les décisions politiques et de réforme et en fait pour améliorer l'apprentissage et la pratique de l'enseignement. Nous savons qu'au niveau mondial, l'ODD 4 a renforcé l'axe sur l'évaluation de l'apprentissage pour établir la qualité de l'éducation et les progrès de l'apprentissage. Et ANLAS est donc un outil pour analyser le système dans son ensemble. Comme je l'ai dit, il se trouve dans le processus de planification du secteur de l'éducation, ce qui veut dire que l'idée de ANLAS, c'est que ce devrait faire partie de l'analyse d'ensemble du pays et d'apprentissage et de planification, c'est que la mise en œuvre de d'ANLAS vous permettra de mettre en œuvre des stratégies pour améliorer ces systèmes et intégrer les stratégies dans le plan d'éducation du pays. Par exemple, un pays, par exemple, veut prendre ANLAS dans le cadre de son analyse du secteur de l'éducation ou à une autre étape de la planification du secteur de l'éducation où les résultats d'ANLAS pourront s'insérer dans le processus de planification de l'éducation du pays. Ceci est important également pour le financement d'ANLAS, car si un pays souhaite le réaliser dans le cadre de l'analyse du secteur, le pays peut demander un financement par l'intermédiaire du GPE, par les SPIG, et se servir de ces ressources ou de ce financement pour ANLAS. Ça, c'est une possibilité. Il convient de noter également que dans l'ensemble, dans le cadre du processus de planification du secteur de l'éducation, il faut des discussions avec les partenaires qui participent dans le cycle de planification, y compris les groupes locaux de l'éducation ou des structures équivalentes au niveau des pays, afin d'identifier le meilleur point d'entrée
dans le cycle politique du pays pour que le pays puisse utiliser au mieux les conclusions produites par ANLAS. Alors que nous avons élaboré la première version d'ANLAS, qui, comme vous allez le voir, est une boîte à outils qui comprend plusieurs ressources pour que les pays soient en mesure de passer à ce diagnostic. Nous avons 3 pays partenaires du GPE, l'Éthiopie, la Mauritanie et le Vietnam, qui ont effectué un pilote d'ANLAS cette année-ci, en 2019. Pour ces 3 pays, la motivation de ce pilote a été une opportunité à leurs yeux pour avoir des informations systématiques sur le système d'évaluation de l'apprentissage et identifier les domaines d'amélioration en consultation avec différentes parties prenantes. Les pays ont également noté que pour ANLAS, c'est là une bonne opportunité pour traduire les stratégies identifiées par ANLAS dans les processus de planification du secteur de l'éducation. Donc la Mauritanie nous en dira davantage pour mieux comprendre la motivation et comment ce processus de pilote a été réalisé. Alors, voilà. Quelques détails maintenant sur le modèle d'ANLAS pour vous donner un instantané de l'analyse avant que de passer la parole à Ursula qui va vous parler de cet outil spécifique. Dans l'ANLAS, donc des systèmes d'évaluation d'apprentissage, c'est une vision d'ensemble qui se définit comme étant un groupe de politiques, de pratiques, de structures, d'organisations et d'outils pour la production de données de haute qualité, solides sur l'apprentissage et les conclusions, et donne des preuves robustes pour la pratique et la politique d'éducation afin d'améliorer la qualité de l'éducation et les résultats de l'apprentissage. Vous voyez que cette définition inclut plusieurs références à différentes personnes, en fait, qui ont donné cette définition. C'est ce dont nous nous servons, nous. La qualité d'un système d'évaluation est déterminée par, au-delà, bien sûr, de différents programmes d'évaluation. Il s'agit en fait de la qualité de chaque élément, par exemple les politiques, les pratiques, les structures, les organisations et autres, ainsi que leur qualité d'ensemble, y compris les liens et les interactions qui existent entre ces différents éléments d'évaluation. Alors, ANLAS, en fait, est une analyse qualitative, exhaustive de tout ce système. Ce n'est pas une évaluation en soi, mais plutôt une analyse du système d'évaluation lui-même. Et donc, l'analyse et sa qualité est axée sur 3 dimensions. Tout d'abord, le contexte du système d'évaluation. Ensuite, la qualité des différents programmes administrés par le pays. Et troisièmement, la cohésion du système d'évaluation. Et nous vous donnerons le détail de chacune de ces dimensions dans quelques instants. Simplement pour noter que ce sont là les 3 dimensions d'ANLAS. Et ensuite, nous avons un élément transversal, c'est-à-dire l'application des connaissances et la démonstration de compétences du XXIe siècle, ce qui est transversal, encore une fois, dans tous les éléments de l'analyse. Diapositive suivante. Ici, vous avez une illustration du modèle ANLAS qui vous donne le cadre de l'analyse qualitative des systèmes nationaux d'évaluation. Comme je l'ai dit, il s'agit des 3 dimensions que vous voyez à l'écran à gauche. Vous avez le contexte du système d'évaluation qui couvre 4 grands domaines. Vous avez la législation ou la politique, les dispositions institutionnelles et structures de gouvernance, le financement et le leadership. Deuxième dimension que vous avez au milieu de l'écran, la qualité des programmes d'évaluation. Alors, la qualité de 3 types de programmes d'évaluation, les évaluations à grande échelle, l'examen, et également l'évaluation au niveau des classes.
Et tout en haut du tableau, vous avez la troisième dimension, c'est-à-dire la cohérence du système d'évaluation qui couvre 4 grands domaines qui ont trait à la mesure de l'évaluation dans le droit fil des aspects les plus importants du système d'éducation lui-même. Alors, il s'agit des normes et du cursus, des normes d'apprentissage, la structure du système d'éducation, les priorités de l'éducation et l'utilisation des données au niveau du système. Comme je l'ai dit et comme illustré à droite, en revanche, l'application des connaissances et des compétences au XXIe siècle, c'est là l'un des éléments extrêmement importants d'ANLAS. Diapositive suivante. Quand on parle des compétences au XXIe siècle, de quoi s'agit-il? Il faut préciser. Alors, dans le cadre de l'ANLAS, ce sont là les compétences qui sont le fondement d'une participation couronnée de succès dans une société du savoir et dans la vie en général. Selon le contexte, ce peut être des capacités d'ensemble, des compétences transversales ou encore des compétences intercursus. Différents pays, différents partenaires définissent ces compétences à partir de différentes terminologies. Je vais vous donner quelques exemples de quoi il s'agit. Par exemple, des compétences, par exemple, telles que pour régler les problèmes, réflexion critique, créativité, communication, collaboration et bien d'autres compétences encore. Et comme je l'ai dit, le processus ANLAS nous permet de voir l'ensemble, c'est-à-dire l'intégration de ces compétences dans le système d'évaluation national. Plus précisément, l'évaluation de l'application des connaissances et des compétences, c'est donc pas uniquement l'utilisation de la connaissance. Ceci nous permet d'examiner dans quelle mesure les évaluations d'apprentissage sont axées sur l'application du savoir et des connaissances, comment ces connaissances au XXIe siècle font partie du système d'évaluation. Pour vous donner un exemple de la façon dont ces dimensions d'ANLAS sont analysées, par exemple, ici, vous avez la première dimension, le contexte du système d'évaluation. Pour analyser chaque dimension que vous avez vue sur la diapositive, donc, comme je vous l'ai dit, nous avons 4 grands domaines qui sont illustrés à gauche ici, à l'écran. Pour chacun de ces domaines essentiels, nous avons un objectif de qualité qui a été défini pour chaque domaine, par rapport auquel l'on fait l'évaluation à partir de certaines questions. Cet exemple ici vous montre les grands domaines et les objectifs de politique pour la dimension 1. Ça, c'est le contexte du système d'évaluation. Par exemple, pour ce qui est de la législation et de la politique, l'objectif est de savoir si le système d'évaluation est orienté par la législation ou une politique, ce qui, bien sûr, est la meilleure pratique. Et donc, dans cette analyse, il y aura plusieurs questions qui seront posées pour que l'équipe puisse évaluer si oui ou non cet objectif de qualité est bel et bien rempli. Prenons un autre exemple, le financement. L'objectif de qualité, de savoir si le gouvernement offre un financement stable et suffisant pour le système d'évaluation. Là encore, il y a plusieurs questions qui ont été posées pour faire en sorte de remplir cet objectif. À partir de ces informations, les aspects qui doivent être améliorés sont identifiés et des recommandations sont apportées pour savoir comment est-ce que les domaines essentiels peuvent être améliorés. Donc ça, c'est le processus d'ensemble de l'analyse. Mais pour avoir davantage de détails, pour savoir comment cette analyse est ensuite réalisée, le processus qui est entrepris ainsi que des outils spécifiques, je vais demander maintenant à Ursula Schwanster, qui est notre collègue chercheuse, qui va nous présenter les processus et les outils d'ANLAS. Diapositive suivante. Merci à tous. Je vous accueille à ANLAS. Je suis ravi de vous présenter les objectifs, les processus et les outils d'ANLAS. Diapositive suivante.
Comment est-ce que l'on a mis en œuvre ANLAS? ANLAS est conceptualisé, est un processus participatif de pays mis en œuvre par une équipe nationale et orienté par un comité directeur ou d'orientation. La méthode principale pour cette analyse, c'est d'abord une revue de documents, des consultations avec les parties prenantes essentielles dans le système d'éducation et dans le système d'évaluation. Les parties prenantes ont analysé le système d'évaluation d'apprentissage de façon collaborative, identifié les améliorations nécessaires et ont apporté des recommandations. Donc, ces consultations avec les parties prenantes et leur participation est essentielle pour la réussite d'ANLAS. C'est positif, les recommandations seront prises et intégrées dans le processus de planification du secteur de l'éducation et un mécanisme d'assurance de qualité est important pour qu'il y ait triangulation des données recueillies, pour qu'il y ait consensus sur les relations, les recommandations d'amélioration. Très bien, on vient de m'avertir de mettre la vidéo pour que vous me voyez. Bonjour, bonjour à nouveau. Et je continue mon exposé. Diapositive suivante. La mise en œuvre d'ANLAS est orientée par le manuel ANLAS et un ensemble d'outils, par exemple Microsoft Word et Microsoft Excel. Ce sont des documents sous ce format. Les outils peuvent être adaptés pour mieux correspondre au contexte national. C'est important car ceux-ci identifient les domaines et les recommandations concrètes pour amélioration qui sont pertinentes et appropriées et adaptées. Pour que vous puissiez voir ces outils, ils sont tous disponibles sur le site Internet du GPE. Vous avez un lien ici et je vous en donnerai un autre à la fin de mon exposé qui vous envoie directement aux outils et au manuel ANLAS. Diapositive suivante. Diapositive suivante, voilà. Comment est-ce que ANLAS est mis en œuvre? En fait, en 3 grandes phases. Tout d'abord, le lancement, la formation et la planification, suivi de l'analyse des actions, et ensuite le rapportage et la diffusion. Voyons rapidement chacune de ces phases. Voilà, diapositive suivante. L'activité principale au niveau du lancement, de la formation et de la planification comprend l'établissement donc d'une équipe nationale, d'un directeur d'équipe, un comité de pilotage. Ensuite, vous avez la formation de l'équipe nationale, des activités de planification, l'identification des programmes d'évaluation, des parties prenantes pour qu'elles participent à cette analyse. Les outils qui correspondent pour cette phase, vous les voyez à droite. Si vous voulez bien passer à la diapo suivante. Comme vous le voyez, il s'agit de différents éléments, par exemple une base de données des parties prenantes, un programme de formation de l'équipe nationale, la présentation de cette formation, ensuite un exercice pour identifier les parties prenantes et les documents qui devraient faire partie de l'analyse et un gabarit pour la mise en œuvre du plan, pour identifier les risques et les stratégies d'atténuation, un budget aussi et enfin une présentation pour faire l'exposé des parties prenantes. Diapositive suivante. Diapositive suivante. Les processus principaux de la phase d'analyse sont décrits ici à l'étape numéro 1, c'est-à-dire les documents
et une description pour chaque domaine essentiel sur des questions d'orientation qui se trouvent dans les tableaux. Et je vais vous montrer un exemple de ce à quoi ça ressemble tout à l'heure. En deuxième étape, les outils, donc la consultation des parties prenantes pour évaluer les domaines essentiels pour identifier les recommandations d'amélioration pour chacune de ces dimensions. Donc, ces consultations peuvent être réalisées avec plusieurs groupes. Et on peut se servir de différents outils selon la participation des parties prenantes et le contenu qui est en cours d'étude. À la suite de quoi, toutes les informations des différentes consultations doivent être consolidées et synthétisées également pour évaluer les domaines et récapituler et synthétiser les recommandations d'amélioration qui ont été identifiées dans le cadre de cette analyse. Les outils d'analyse sont ici à droite, si vous voulez bien cliquer sur la diapositive. Donc, voici les tableaux analytiques, des outils pour le contexte, du système d'évaluation, ensuite des tableaux sur la qualité pour l'évaluation et l'examen à grande échelle, ensuite la qualité de l'évaluation en classe et dimension 3, la cohésion du système d'évaluation. Alors, les tableaux de synthèse permettent de fournir la synthèse des conclusions et des résultats. Merci. Voyons maintenant un exemple d'un tableau analytique. Chaque tableau analytique nous donne une description pour chaque domaine. Cet exemple est tiré d'un tableau, le contexte de ce système. Si vous voulez bien maintenant pour l'animation, vous voyez ici tout d'abord les domaines de financement et indique les objectifs de qualité dont ma collègue vous a parlé tout à l'heure dans son exposé, c'est-à-dire le gouvernement fournit un financement stable et suffisant pour le système d'évaluation. Diapositive suivante. À la suite de quoi, les questions d'orientation sont fournies pour appuyer la description et la discussion des grands domaines. Par exemple, pour le financement, les questions seront quelles sont les sources de financement pour chaque programme d'évaluation, gouvernement, donateur, financement privé par exemple. Quel est le pourcentage du financement qui vient de chaque source et est-ce que cette évaluation est dans le budget du gouvernement? Voici les questions d'orientation plus détaillées qui viennent appuyer l'analyse de chacune des dimensions fournies dans le cadre d'Atlas. Diapositive suivante. Et puis, les tableaux analytiques fournissent la documentation des grands domaines essentiels fondés sur le document et bien sûr les sources de l'information. Diapositive suivante. Après quoi, un deuxième tableau circonstancie les résultats à partir des consultations des parties prenantes. Donc voici des critères d'évaluation. Pour chacun des grands domaines, 3 catégories ont été définies. Une pour réaliser, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amélioration nécessaire. Réaliser en partie, ce qui indique que des améliorations pourraient être apportées. Et 3, non réalisées, ce qui veut dire que des améliorations sont absolument nécessaires. Diapositive suivante.
À partir de la description et de l'évaluation de ces grands domaines, il est ensuite possible d'identifier les améliorations qui seront enregistrées également dans ce tableau analytique. Et ensuite, il y a possibilité dans ce tableau d'inscrire les recommandations d'amélioration. Diapositive suivante. Il est fort probable que plusieurs consultations de parties prenantes sont tenues pour chaque dimension. Ce tableau permet de consolider les informations venant des différentes consultations de parties prenantes. Par exemple, la catégorie d'évaluation consolidée, les aspects consolidés d'amélioration et ensuite recommandations consolidées pour les améliorations. Donc, pendant cette consolidation, il est sans doute important de faire participer le comité de pilotage pour prendre des décisions sur la catégorie ou les aspects d'amélioration et les recommandations également. Et donc, ça pourrait être sous forme de participation à la discussion et de la consolidation ou encore à la suite de l'analyse pour revoir les conclusions ou encore le tableau. Et vous allez voir l'exemple suivant. Donc, la synthèse exige d'extraire et d'organiser les informations venant des tableaux d'évaluation consolidés et ceux dans les grands domaines dont je vous ai parlé. Il y a 2 tableaux qui sont fournis pour présenter les conclusions. Dans cet exemple, vous voyez le tableau de synthèse numéro 1, c'est-à-dire la revue des conclusions, et en dimension 1, c'est-à-dire le contexte du système d'évaluation. Et vous voyez ici que chaque domaine essentiel intègre les objectifs et est présenté selon les critères d'évaluation. Par exemple, donc les résultats pour un pays, pour la dimension numéro 1. Voilà, c'est à quoi ressemble le tableau de synthèse. Diapositive suivante. Cet exemple vous donne le tableau numéro 2, c'est-à-dire la synthèse, je dis bien, pour la dimension 1, c'est-à-dire le contexte du système d'évaluation et les grands domaines pour le financement. Vous y voyez ici les grands domaines et la qualité, l'objectif de qualité. Vous voyez là la catégorie d'évaluation consolidée, c'est-à-dire le critère. Ensuite, les aspects consolidés d'amélioration et les recommandations ensuite, recommandations d'amélioration. Vous voyez, ici, l'on peut présenter et recevoir en fait un survol exhaustif des conclusions de l'analyse présentées de façon exhaustive. Car l'aspect consolidé d'amélioration ainsi que les recommandations d'amélioration sont liées les unes aux autres et ensemble, elles fournissent des informations sur la réalisation des objectifs de qualité des différents domaines essentiels. Diapositive suivante. Et enfin, la dernière phase, c'est le rapportage et la diffusion. Alors, pour les rapports et pour la diffusion, c'est essentiel pour un NAS pour non seulement l'utilisation, mais l'utilisation des conclusions. Chaque pays élabore un produit de diffusion, par exemple un rapport national, le récapitulatif des conclusions et des exposés. Et la stratégie diffusion est également élaborée pour s'assurer que les recommandations tirées de cette analyse sont mises en œuvre grâce au processus de planification des secteurs d'éducation ou d'autres processus de politique.
Diapositive suivante. Voilà, à droite, vous verrez que les rapports et la diffusion ont des outils qui comprennent, par exemple, un gabarit pour chacun des produits qui sera élaboré dans la stratégie de diffusion. Et tous ces produits, c'est-à-dire de diffusion et la stratégie à cet effet, sont également conçus pour pouvoir être adaptés pour correspondre au contexte et aux besoins locaux. Et d'autres produits peuvent être également développés par l'équipe nationale si c'est nécessaire. Diapositive suivante. Quels sont les résultats d'Anlas? Nous vous en parlerons tout à l'heure. L'équipe qui fera l'exposé vous en parlera, mais le processus exhaustif de rapport permet de décrire les conclusions et chaque dimension en détail, identifier les points forts, les points faibles dans les différents domaines, les dimensions et les différents programmes, et également formuler des recommandations d'amélioration qui peuvent ensuite être mises en œuvre. Pour davantage d'informations, les rapports détaillés d'Anlas pour les pays pilotes, Éthiopie, Mauritanie et Vietnam, sont disponibles sur le site du GPE. Diapositive suivante. J'en arrive à la conclusion de mon exposé pour vous donner donc un calendrier pour Anlas. En principe, 6 mois est normal pour Anlas, avec 8 à 12 membres dans l'équipe qui travailleraient sur Anlas à mi-temps. Mais bien sûr, le calendrier d'Anlas dépend en fait des ressources et des besoins de chaque pays. Par exemple, le calendrier dépendra de la taille, de la composition et de la disponibilité de l'équipe nationale, la portée de l'analyse, c'est-à-dire le nombre de programmes d'évaluation et leur type qui seront inclus, le nombre de parties prenantes consultées en phase d'analyse, la disponibilité des parties prenantes pour les consultations et peut-être également la nécessité de traduire le manuel d'Anlas et ses outils. Diapositive suivante. Les diapositives suivantes vous donnent un calendrier indicatif d'Anlas. Donc, vous voyez par exemple que pour la formation et le lancement, c'est variable selon les pays ou encore les mœurs locales. Pour la formation elle-même, cela dépend, c'est en général 2 jours. Les activités de planification, c'est 1 à 2 semaines. C'est là encore un exemple. La phase d'analyse pourra prendre de 8 à 10 semaines avec différentes durées pour chacune de ces phases. Mais cela dépend en fait de la planification nationale pour les différentes phases et de la structure de l'analyse, puis mise en œuvre à partir du plan de mise en œuvre. Diapositive suivante. Et pour les rapports et la diffusion, la phase, selon l'expérience tirée du pilote, il faut 8 à 10 semaines pour préparer le rapport d'Anlas, donc le rapport lui-même, le récapitulatif des conclusions, mais également pour développer une stratégie de diffusion plus pointue. Voilà, diapositive suivante. Voici ma dernière diapositive
Pour pouvoir avoir davantage d'informations sur UNLAS, rendez-vous sur le site GPE. Vous voyez ici l'adresse et vous pouvez tout à fait nous contacter au GPE ou encore à la serre et vous avez nos adresses électroniques à l'écran. Merci mille fois. Et diapositive suivante. Et maintenant, je repasse la parole à Ramia. Merci Ursula. Et ma présentation, dans ma présentation, j'ai oublié quelque chose. Ursula est à Acer, à Melbourne, en Australie. Le GPE, en fait, a travaillé avec l'ACER pour l'élaboration d'UNLAS ainsi que les pilotes. Donc, nous aimerions remercier Ursula et son équipe de cet excellent travail. Et pour le pilote en Mauritanie, l'ACER a travaillé de très près avec Confemen et avec PASEC. Alors, avant de passer aux questions-réponses, nous allons passer à l'exposé suivant qui sera réalisé par Ousmane Birbar et qui est à Dakar, ainsi que Mohamed Salem, qui est le point focal d'UNLAS en Mauritanie. Vous avez la parole. Ok. Bonjour. Et je passe la parole à Ousmane. Ousmane, vous êtes un petit peu loin du micro. L'interprète ne vous entend pas. Et je vous rappellerai simplement de faire un rythme. Allez-y, Ousmane. Merci. Ok, bon. Ok. Maintenant, c'est bon. Bonjour tout le monde. Je ne vais pas revenir sur les présentations que mes collègues ont déjà faites. Moi, c'est Ousmane Birba de la Confemen au niveau du programme d'analyse des systèmes éducatifs PASEC. Donc, nous avons eu l'opportunité de travailler sur la phase pilote de UNLAS Mauritanie. Donc, je vais rapidement faire la présentation sur les deux premiers points. Diapositive suivante. Je suis désolé, mais je vous entends très très mal. L'interprète ici. Merci. Ok, maintenant c'est bon, vous m'entendez? Ok. Beaucoup mieux, merci. Ok. Voilà, donc notre présentation va porter sur les éléments suivants. Nous allons d'abord faire une petite introduction, ensuite présenter le processus de mise en œuvre de la phase pilote en Mauritanie, et ensuite les résultats, et enfin les recommandations. Moi, je vais m'atteler surtout sur les deux premiers points, l'implémentation de la phase pilote, et mon collègue Salem va vous présenter les résultats et les recommandations de ce projet pilote au niveau de la Mauritanie. Donc, diapositive suivante. Ok, voilà. Donc ici, pourquoi la Mauritanie s'est intéressée justement à ce projet, et le ministère de l'Éducation en fait s'est fixé pour objectif l'amélioration de la qualité de l'éducation, et la Mauritanie était dans une phase finale en fait de leur plan sectoriel de l'éducation qui s'étalait de 2011 à 2020. Donc, c'était une opportunité pour la Mauritanie de pouvoir également utiliser les résultats de ce projet pour pouvoir alimenter le plan sectoriel et le nouveau plan sectoriel qui sera de 2021 à 2030. Donc, c'était les principales motivations pour la Mauritanie. De façon, le calendrier de la mise en œuvre de la phase pilote s'est étalé de mars en juillet 2019. Diapositive suivante. Voilà. Et comment la mise en œuvre de UNLAS pilote s'est faite en Mauritanie? Nous allons vous présenter rapidement les différentes étapes
qui ont permis de réaliser cette phase pilote au niveau de la Mauritanie. Diapositive suivante. Donc, nous avons en réalité 6 phases, 6 étapes principales pour la mise en œuvre. La première étape consistait à créer une équipe nationale locale au niveau de la Mauritanie qui va conduire cette phase pilote. La deuxième phase, c'est une phase d'information de différentes parties prenantes qui vont participer à l'étude. La troisième phase, c'est une phase d'appropriation, c'est-à-dire de familiarisation des outils par l'équipe nationale et par également les différentes parties prenantes. Donc la quatrième phase, c'est une phase de formation de l'équipe nationale. Donc la diapositive suivante, s'il vous plaît. La cinquième phase ici, c'est la phase en réalité de la mise en œuvre, c'est-à-dire la phase de collecte des données qui consiste en la consultation de différentes parties prenantes. Et la dernière phase, la phase de la rédaction du rapport et de la diffusion justement des résultats. Donc de façon plus détaillée, diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc je vais juste passer en revue ces 6 phases que je viens d'énumérer. Donc, comme je vous disais tantôt, le mandat de la Confemen ou du PASEC consistait à accompagner la Mauritanie dans la mise en œuvre justement de cette phase pilote. Donc, je suis le point focal de PASEC avec mon collègue Guy Roger Kaba. Au niveau de l'équipe nationale Mauritanie, Monsieur Salem, qui va faire la présentation après moi, est en réalité le point focal qui a travaillé en étroite collaboration avec nous pour la mise en œuvre justement de cette phase pilote. Diapositive suivante. Donc la première réunion ou la première grande activité qui a été faite dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote était la séance d'information des parties prenantes. Diapositive suivante, s'il vous plaît. OK. Donc, cette première phase qui consiste justement à informer les différentes parties prenantes des objectifs et du processus de la phase pilote de ANLAS a réuni des fonctionnaires de haut niveau, des partenaires du développement, des fournisseurs de programmes de formation et des chefs d'établissement secondaire, primaire et secondaire. Donc, cette séance a permis justement de favoriser une compréhension commune des objectifs et du processus de la mise en œuvre du projet ANLAS, non seulement entre l'équipe nationale et également avec les différentes parties prenantes. Donc, c'est une phase quand même qui était nécessaire pour garantir une adhésion, une collaboration en faveur de la réussite de cette initiative. Diapositive suivante. Après cette phase d'information des parties prenantes, qui a été justement mise en œuvre par l'équipe du GPE, il y a la partie formation de l'équipe nationale et la planification des différentes activités qui a été conduite bout à bout par l'équipe PASEC avec l'équipe, le point focal de la Mauritanie. Donc, cette activité de formation de l'équipe nationale avait pour objectif de favoriser une compréhension commune du cadre, des outils et du processus ANLAS. Donc, elle a permis
à l'équipe nationale de s'approprier des différents outils de Anlas. Il faut noter ici qu'on avait quand même un grand nombre de documents qu'il fallait d'abord, dans un premier temps, traduire de l'anglais vers le français. Et c'est la conférence qui a pris en charge cela. Et ensuite, il fallait former l'équipe nationale pour l'appropriation justement de ces différents documents et du processus qu'il fallait suivre pour la mise en œuvre de cette phase pilote. Donc, cette formation a permis également d'aborder la phase de planification qui a consisté justement à énumérer, à recenser toutes les parties prenantes et pertinentes, également à recenser, à énumérer tous les documents nécessaires et pertinents qui pourront être consultés dans le cadre justement de ce projet. Elle a permis également de planifier les différentes consultations en collaboration avec les parties prenantes et pour la collecte des données. Donc, un programme a été établi justement pour ces consultations. Diapositive suivante. Donc, après la planification, la formation de l'équipe nationale et la planification des différentes consultations, la phase ultime est celle de collecte des données. La collecte des données consiste ici en quoi? La collecte des données consiste ici à faire des consultations auprès des différentes parties prenantes qui ont été recensées et à également consulter les documents qui ont été recensés lors de la phase de formation de l'équipe nationale. Et cette consultation des différentes parties prenantes s'est faite selon plusieurs méthodes et selon la spécificité des groupes des parties prenantes. Donc, elle a visé les objectifs suivants, c'est-à-dire de recueillir les données sur le contexte du système d'évaluation, de recueillir les données sur la cohérence du système d'évaluation, de recueillir les données sur la qualité des programmes d'évaluation. Voilà, donc, et ce qu'il faut noter, c'est que le recueil des données sur ces différents domaines, sur les trois grands domaines, c'est fait en suivant justement les trois volets que nous avons énumérés précédemment, c'est-à-dire la description des données, l'évaluation des données et la recommandation. Donc, pour chaque domaine, c'est-à-dire pour le contexte d'évaluation, le contexte des systèmes d'évaluation, on a recueilli les données sur la description du contexte, sur l'évaluation et sur également la recommandation. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les différentes consultations ont été faites soit par consultation individuelle, soit par des consultations groupées selon la disponibilité et selon les spécificités de chaque partie prenante. Diapositive suivante. Donc, comme je venais de dire tout à l'heure, pour les trois domaines d'évaluation, le remplissage justement des tableaux d'analyse ont consisté dans un premier temps à faire la description des différents domaines clés par le biais ou bien sur la base des questions d'orientation. Dans un second temps, à évaluer les domaines clés par rapport aux objectifs de qualité pour chaque catégorie. Et dans un dernier temps, à faire une synthèse permettant d'évaluer justement ces différents domaines clés. Diapositive suivante. Merci. OK.
Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le remplissage, c'est-à-dire la consultation des différentes parties prenantes, n'a pas été chose aisée. Cependant, on a pu trouver des astuces avec l'équipe nationale pour pouvoir, en tout cas, collecter les données et pouvoir faire l'évaluation. Ce qui a été fait, au lieu de faire l'évaluation au lieu de faire l'évaluation séparément pour les parties prenantes qui n'étaient pas totalement disponibles, ils ont fait leur évaluation, ils ont rempli les différentes tables d'analyse et ils ont également fait l'évaluation à leur niveau. Disons ce qu'on a rencontré comme difficulté au moment de remplissage. S'il vous plaît, diapositive suivante. Voilà, donc je parlais ici des limites ou bien des difficultés qu'on a rencontrées lors justement de cette phase de consultation des parties prenantes. Donc, le calendrier ou le chronogramme qui a été établi a quand même connu quelques perturbations dues justement à l'élection présidentielle et également aux examens nationaux qui ont été anticipés. Également, les grèves des enseignants ont pu perturber de peu la réalisation de cette phase de consultation des parties prenantes. Ce qu'il faut dire aussi, il y avait quand même un grand nombre de documents à lire, à soumettre aux différentes parties prenantes. Et cela aussi n'a pas été facile avec le volume d'entretien qui devait être mis en œuvre par l'équipe nationale. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en compte dans la finalisation des outils de ANLAS. Donc, la diapositive suivante. Voilà, donc la dernière phase, c'est-à-dire la phase 6 de la mise en œuvre de ANLAS pilote en Mauritanie, consistait en l'élaboration justement du rapport et des différents documents de présentation relatifs aux résultats de ANLAS. Donc, ce qu'il faut dire pour la préparation du rapport, il fallait d'abord avoir les différentes recommandations, tirer les différentes recommandations des résultats issus des consultations des différentes parties prenantes. Et pour ce faire, l'équipe nationale a, et sous l'accompagnement du point focal Mauritanie et francophone Confomen, ont consolidé les différentes données, les différents résultats issus de l'évaluation des grands domaines par les différentes parties prenantes et à partir de ces résultats, on proposé des recommandations qui ont été répliquées au niveau du rapport. Il faut dire ici qu'il y a un format de rapport qui a été proposé et qui a été légèrement adapté selon la réalité de la Mauritanie. Et ces documents provisoires ont été soumis à l'amendement des différentes parties prenantes pour avoir leur feedback et pouvoir les finaliser. Et la version finale de ces différents documents, c'est-à-dire les présentations PowerPoint, les documents Word et un document qui porte sur le résumé, ont été également partagés avec les responsables des départements de l'éducation, les responsables de l'analyse sectorielle de l'éducation et de la planification. Donc, je vais rapidement, comme on a 20 minutes, je vais passer la parole à M. Salem, mon collègue Salem, pour qu'il présente rapidement les résultats justement de cette phase pilote et comment ces résultats-là ont pu être utiles à la Mauritanie.
Voilà, donc je vous remercie et je passe à diapositive suivante. Je passe la parole, je remets la parole à Ramia avant que M. Salem puisse continuer. Merci beaucoup. Monsieur Salem, allez-y, faites votre présentation. Je vous remercie. Je suis heureux de partager avec vous l'expérience pilote réalisée en Mauritanie. Donc, je remercie Ousmane pour la présentation du processus, de cet processus réalisé de l'enquête. Maintenant, je vais profiter pour vous donner les résultats ici de cette enquête. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. OK. On passe à la diapo suivante. Merci. Donc, comme vous l'avez déjà entendu lors du premier et du deuxième, de la première et de la deuxième présentation, les résultats sont consignés. Il y a eu au début une évaluation des différents axes majeurs pour les différents programmes d'évaluation, c'est-à-dire pour le contexte, et il y a des axes majeurs qu'il fallait évaluer à partir de la description et à partir des réponses aux questions. Et donc, aussi bien pour le contexte, la cohérence et l'évaluation des acquis des élèves à travers 3 programmes d'évaluation. Donc, on va voir dans les diapos suivantes les résultats de l'évaluation réalisée en Mauritanie. Donc, vous pouvez passer à la diapo suivante. On passe à la diapo suivante. Merci. Donc, ça, c'est les résultats de l'évaluation pour le contexte du système d'évaluation. Ici, on a 6 axes majeurs qu'il fallait évaluer, où chaque axe majeur est associé à un objectif. Et donc, le but ici, c'est de vous donner un peu les résultats de l'évaluation des objectifs associés aux différents axes majeurs du contexte. On voit que aucun objectif a été atteint de façon définitive. Et ici, j'attire votre attention que ça, c'est une évaluation unanime, c'est-à-dire que c'est l'évaluation donnée par les parties prenantes et renforcée également par l'équipe nationale sur la base des réponses aux questions d'orientation. Donc, si on regarde ce tableau, on constate qu'aucun objectif a été totalement atteint. Cependant, on voit qu'il y a 2 objectifs qui sont partiellement atteints et contre 4 autres qui n'étaient pas du tout atteints. Ça, c'est pour le contexte. Si on passe à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, la diapositive suivante, c'est la cohérence du système d'évaluation, c'est l'évaluation des objectifs relatifs aux axes majeurs de la cohérence. Ça, c'est la même chose aussi. On constate toujours qu'aucun objectif a été atteint totalement. Cependant, 2 objectifs ont été atteints partiellement atteints au niveau de la cohérence. Il s'agit des structures et il s'agit des normes d'apprentissage. Cependant, au niveau de la politique éducative, au niveau du pilotage, au niveau de l'utilisation des données, il reste beaucoup de choses à faire pour atteindre les objectifs. Donc, si on passe à la diapositive suivante, la diapositive suivante, voilà. La diapositive suivante, c'est l'évaluation de la qualité des évaluations à grande échelle. Ici, nous avons, au niveau des programmes d'évaluation des acquis des élèves,
on a, au niveau de l'évaluation des évaluations à grande échelle, on a analysé les évaluations faites, le dispositif d'évaluation réalisé par la cellule nationale d'évaluation en charge de l'élaboration et la réalisation des évaluations à grande échelle au niveau national, en plus également d'une évaluation récente réalisée en 2018 par la Banque mondiale sur les indicateurs de prestation de services en éducation qui s'appellent en anglais les SDI. Bon, c'est les SDI en anglais, ou l'IPSE, les initiaux en français. Donc, pour ce tableau 3A, le premier tableau, il nous donne les résultats de l'évaluation au niveau des évaluations à grande échelle réalisées par la cellule nationale d'évaluation. Et ici, on constate qu'effectivement, toujours aucun objectif a été réalisé pour les différents axes majeurs. Il y a 7 axes majeurs pour l'évaluation de la qualité des évaluations à grande échelle réalisées par la CNI ici. Donc, on a sur les 7, il y a 6 qui sont partiellement atteints. Cependant, il y a au niveau du cadre d'évaluation, l'objectif n'est pas du tout atteint. Et donc, si on passe au suivant, c'est le 3 aussi, le suivant, c'est ce qu'on est, on passe au slide suivant pour les SDI. Ok, c'est bon. Donc, ce tableau nous donne l'évaluation du SDI, des indicateurs de prestation de services en éducation réalisés en 2018 par la Banque mondiale. Donc, ici, on constate par contre que les objectifs réalisés relatifs à l'organisation, à l'échantillonnage, aux opérations sur le terrain, à la gestion des données, à l'analyse des données, l'équipe considère que tous ces objectifs ont été complètement atteints. Toutefois, au niveau de la restitution, le partage des rapports, les résultats, l'objectif n'est pas totalement atteint. Mais ici, peut-être, je vais ouvrir une parenthèse. La banque a décidé tout dernièrement d'organiser un atelier de restitution qui est prévu en début décembre. Et donc, c'est pour dire en tout cas que pour cette évaluation, les objectifs sont atteints, ou bien ont été atteints. Donc, on passe à la diapo suivante. On passe, voilà. La diapo suivante, c'est que ici, c'est des évaluations des examens nationaux. Ce travail est confié à la direction des examens et des concours. Donc, sur les 8 objectifs, aucun objectif n'a été totalement atteint. Par contre, 7 parmi les 8 sont considérés comme étant partiellement atteints. Et ce qui le manque le plus important a été constaté au niveau de la qualité des instruments d'évaluation. Donc, ça c'est pour les examens nationaux. On passe à la diapo suivante. Voilà, c'est bon. Pour la dernière diapo relative à l'évaluation des objectifs relatifs au domaine évalué, on est au niveau du domaine de la qualité des évaluations en classe. On vous l'avait déjà constaté, le programme d'évaluation des acquis des élèves porte sur les évaluations à grande échelle, les évaluations des examens nationaux et les évaluations en classe. Pour l'évaluation en classe, il y a tous les problèmes. Ici, c'est ce qu'en tout cas reflète les résultats de l'évaluation. C'est-à-dire que sur les 7 objectifs, seul un objectif est considéré comme étant partiellement atteint. Pour le reste, les objectifs n'étaient pas du tout atteints. Donc ça, c'était pour les résultats de l'évaluation
des domaines évalués. Donc, on peut passer à la diapo suivante. On passe à la diapo suivante. Oui. Ça, c'est bon. C'est un peu ce qu'on vient de dire. Parmi les objectifs associés aux axes majeurs, au niveau contexte et cohérence, seulement 2 ont été partiellement atteints. Pour le reste, les objectifs n'étaient pas du tout atteints. S'agissant de la qualité de l'évaluation des acquis scolaires, les résultats varient d'un programme à l'autre. Pour les évaluations nationales à grande échelle et les examens nationaux, les données indiquent, à l'exception d'un axe majeur où l'objectif n'est pas totalement atteint, une atteinte partielle des objectifs. Par rapport à l'évaluation SDI ou IPSE, les objectifs sont atteints pour les axes renseignés, avec toutefois une insuffisance constatée jusqu'à présent au niveau de la stratégie de diffusion des rapports. Bon, cependant, la qualité des évaluations en classe semble être moins performante avec 6 objectifs sur 7 non atteints. Donc ça, c'était un peu le récapitulatif de l'évaluation des domaines évalués. On passe maintenant aux recommandations. Parce que comme vous l'avez aussi constaté lors de l'exposé de Ursula, c'est-à-dire qu'en définitive, on a ces tableaux d'évaluation, mais on a un tableau récapitulatif. Monsieur Salem, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Est-ce qu'il serait possible de terminer dans les 5 minutes? Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps et on avait des questions à poser. Donc, est-ce que vous pouvez simplement passer les grands traits? Désolé de vous interrompre. Hein. Il n'y a aucun problème. Pas de problème. Donc, je passe rapidement. D'accord. Donc, au niveau des recommandations, ici, on a proposé les recommandations au lieu de passer par disons, les aspects à améliorer et les recommandations. Donc, à partir des recommandations, on peut imaginer les aspects à améliorer. Donc, au niveau du contexte, il y a nécessité de mettre en place une loi d'orientation du système éducatif où l'évaluation occupe une place importante. Je rappelle que ça, ce sont des recommandations formulées par les parties prenantes. Et aussi, on propose d'élaborer des cadres d'évaluation disciplinaire et d'intégrer des curricula, dans les curricula des directives spécifiques aux évaluations des acquis scolaires. Inclure explicitement l'évaluation des compétences du XXIe siècle, puisqu'on a constaté que les compétences du XXIe siècle n'existent pas en tant que telles, en tant que bloc. Bon, cependant, toutes les personnes, disons, contactées considèrent qu'elles sont là quelque part. Dans les différentes disciplines, on peut les trouver. Hein. Et donc, nous, la proposition ici, c'est de les intégrer en bloc au niveau des évaluations. Intégrer les objectifs des évaluations dans les matrices des plans d'action, mettre en place des outils de communication adéquats pour informer les acteurs du système éducatif. Renforcer les capacités des décideurs, des formateurs, d'enseignants, des chefs d'établissement et des enseignants à l'utilisation et à la mise en œuvre des résultats. Donc, bon, ici, je crois que, comme le temps presse, peut-être, on va dire tout simplement qu'effectivement, il y a absence de documents d'orientation du programme d'évaluation, notamment le cadre d'évaluation. Il y a une insuffisance au niveau du partage et de l'utilisation des évaluations. Il y a une insuffisance au niveau des financements destinés aux évaluations, notamment celles à grande échelle. Donc ça, on peut donc passer ces choses, puisque c'est un peu des détails concernant ces différents points. Donc pour les recommandations, on peut les trouver certainement dans le rapport pour la Mauritanie. Et donc, je passe à l'utilisation des résultats du projet ENLAS. Ici, on précise que le processus de planification de l'éducation commence par un diagnostic approfondi du secteur. C'est le rapport RESEN qui est réalisé tous les 5 ans. Ce diagnostic qui s'appuie sur des données récentes et variées, contexte macroéconomique, démographique, analyse de certains indicateurs clés portant sur la scolarisation des apprentissages, sert de tremplin pour l'élaboration des stratégies nouvelles et de fixer les axes majeurs pour le développement du secteur. Donc ça, c'est le premier slide relatif à l'utilisation
des résultats. Donc, vous pouvez passer directement vers ça. Et puis, non, carrément, il faut... Je vois les... Oui, c'est ça. Encore. Voilà. Slide suivant. Voilà, c'est bon. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le diagnostic commence par l'élaboration du raisin. Donc, si on passe au suivant, slide suivant. Diapo suivant. OK. Non, c'est trop ça. Donc, non. Voilà, c'est bon. Donc ici, le processus de planification du secteur éducatif, on constate ici qu'on a le plan sectoriel, le PNDSE 1 et 2, qui était entre 2000 et 2020. Le deuxième, c'est 2011-2020, c'est l'actuel. Et il y a le plan sectoriel éducation suivant, qui démarrera 2021 et qui continue jusqu'à 2030. Où peut-on, faire intervenir les résultats de l'ANLAS? Étape de planification du secteur éducatif susceptible de prendre en compte les recommandations du projet ANLAS. C'est le plan d'action triennal 2019-2021 en cours et le PNDSE 2021-2030, en plus de l'alimentation du raisin 2020 proposé à faire en 2020. Aussi, les résultats de l'ANLAS profiteront au raisin pour alimenter son nouvel diagnostic. Donc, slide suivant. Donc, les activités proposées dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de l'étude ANLAS seront inscrites en priorité dans les plans d'action sectoriels 2019-2021, 2021-2030. Et ici, on a énuméré des activités qu'on considère comme étant prioritaires. Donc ça, c'est une liste d'activités qui devait être, planifiée au niveau des plans d'action. Donc ça, on peut dépasser. Donc, OK, ça c'est une liste pour ceux qui s'intéressent à ça. C'est une liste des activités, identifiées à travers les recommandations et qui nous semblent prioritaires et qui peuvent être intégrées dans les plans d'action actuels et les plans d'action 2021-2030. Donc, je vous remercie, je m'arrête ici et je m'excuse si j'étais un peu long. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Salem. Merci, Ousmane. Merci, Ursula, pour votre contribution. Maintenant, il nous reste un peu moins de 10 minutes, malheureusement, parce qu'on a commencé un peu en retard. Et on peut avoir une discussion. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Et je rappelle aux participants, que vous soyez en français ou en anglais, vous pouvez nous envoyer vos questions en utilisant les fonctions ou même par email. Vous pouvez nous envoyer vos questions à webinars@globalpartnership.org. Nous avons reçu une question jusqu'à présent. Je vais vous la lire et je peux commencer à donner un début de réponse, mais Ursula, Ousmane et Salem, vous pouvez aussi répondre si vous voulez. C'est 3 questions en une, en fait. C'est une question d'un collègue du réseau PAL. C'est le réseau mondial des évaluations. Il y a plusieurs questions. Première question. À partir du pilote, combien d'aides avez-vous reçu du GPE? Qu'est-ce qui est nécessaire comme aide du GPE quand on applique l'ANLAS? En d'autres termes, combien de soutien est-ce qu'on doit avoir du GPE dans un pays qui met en place l'ANLAS? Deuxième question. Quels sont les coûts indicatifs pour faire cette analyse? Le coût pour un pays qui veut se lancer dans ANLAS. Troisième question. D'après les conclusions de vos analyses, est-ce qu'il y a des
recommandation de certaines normes qu'un pays peut mettre en place tout de suite? Est-ce que vous avez un jeu de recommandations standards qu'on peut recommander à d'autres pays éventuels? Donc je vais commencer à ma propre réponse. L'idée, pendant la phase pilote, était que les 3 pays, l'Éthiopie, la Mauritanie et le Vietnam, ont travaillé étroitement, surtout avec l'ACER, qui avait un responsable de liaison spécifique pour appuyer tous ces pays dans toutes les étapes. La formation, la collecte des données, l'analyse et le reportage. Mais l'UNLAS s'est fait pour qu'un pays puisse entreprendre cette analyse tout seul, sans appui extérieur, soit du GPE, soit de la CER, soit de la part d'autres organismes extérieurs. Donc toutes les révisions qui ont été faites aux outils ont été faites pour que ça puisse être facile à utiliser, adapté au contexte local et facile à utiliser pour qu'un pays s'en serve tout seul avec son équipe nationale appuyée par un comité directeur. Alors bien sûr, un pays basé sur son contexte et sur les ressources dont il dispose, bien sûr, peut toujours utiliser des soutiens extérieurs. Vous pouvez demander un appui extérieur pour lancer votre processus, mais l'idée, c'est que ça doit être géré par le pays lui-même, puisque les outils ont été faits pour ça. La deuxième question sur les coûts indicatifs, nous estimons que dans l'ensemble, un pays aurait besoin d'un budget d'environ 16 000 $ afin de pouvoir mettre en place UNLAS du début à la fin. Alors c'est une évaluation, c'est dans un calendrier indicatif d'environ 6 mois, avec une équipe nationale de 8 à 12 membres qui travaillent à temps partiel, parce que bien entendu, ils ont un emploi à côté. Donc le coût, le calendrier, tout ça, ça dépend bien entendu du pays, du contexte du pays. Donc il pourrait y avoir beaucoup de variations à ce niveau-là. Mais c'est notre estimation basée sur l'expérience de ces 3 pays pilotes. Et finalement, est-ce qu'il y a des recommandations standards? Je dirais non. Parce que l'idée d'UNLAS, c'est pour que justement ça soit un processus mis en place par chaque pays. Et une analyse que fait chacun des pays par rapport à ce domaine général des secteurs clés, des objectifs politiques. Mais la situation de chaque pays est vastement différente. Et par conséquent, vos recommandations, naturellement, logiquement, seront très différentes d'un pays à l'autre, d'après leur situation. Donc l'expérience pilote s'était faite dans 3 pays qui sont chacun très différents les uns des autres. Et une fois que ça sera publié, que les rapports seront publiés sur le site web du GPE, vous verrez que les recommandations sont complètement différentes. Mais nous espérons qu'un grand nombre d'autres pays vont se lancer dans UNLAS et finalement, on verra peut-être qu'il y a des parallèles, des recommandations semblables dans certains pays. Mais tout ça, ça va dépendre, bien entendu, de la situation de chacun des pays. Alors, je ne sais pas si Ursula, Ousmane ou M. Salem, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à ce que je viens de dire sur ces questions? Je peux intervenir. Bonjour, ici Ursula. Je voulais ajouter à la toute dernière question. C'était très bien de voir la mise en place du pilote que chaque pays a trouvé des solutions pour adapter les directives UNLAS à leur contexte local et à identifier la meilleure façon de mettre en place l'analyse de leur contexte. Merci beaucoup. Formidable. Merci Ursula. On a une autre question de Nairobi. Le collègue voudrait savoir, est-ce qu'il y a des normes universelles, pour l'Afrique notamment, dont on puisse tirer des leçons quand on veut se lancer dans un plan? Je suppose que ça veut dire des plans
pour ANLAS, mais ils l'ont pas dit. La question n'est pas aussi claire. Donc la question semble, est-ce qu'en général, il y a des normes universelles dans les pays d'Afrique? Et je vais demander à Ursula aussi de répondre. Mais je vais commencer par vous dire que dans l'ensemble, pour ANLAS, pour les 3 sujets, contexte, qualité, etc., pour chacun des domaines clés, comme on l'a dit, il y a un objectif de qualité qui est défini. Et par exemple, pour ce qui concerne la législation, est-ce que il y a des législations qui guident le système d'évaluation? Donc, à beaucoup d'égards, on pourrait dire que les objectifs sont une représentation de normes universelles pour chacun des domaines clés. Et ces objectifs de qualité ont été formulés, basés sur l'ACR, qui a une certaine expérience, qui a travaillé déjà avec toute une gamme de pays dans le monde entier, et aussi sur notre recherche, sur la littérature. Donc, ça pourrait être considéré comme une norme universelle. Ursula, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Ramia. Comme Ramia vient de le dire, beaucoup de ressources ont été utilisées pour mettre au point un cadre ANLAS, et notamment, ceci incluait les cadres, l'indicateur 15 du cadre des résultats, mais aussi ce qui est plus intéressant pour les pays africains, c'est le cadre des réseaux pour l'évaluation qui évaluent les systèmes d'apprentissage, par exemple. Donc ça aussi, on devrait le souligner, ça pourrait être une des ressources principales qui sous-tend le cadre ANLAS pour les critères de qualité qui ont été utilisés pour les objectifs de qualité. Est-ce que ça a répondu à votre question, Namia? Une autre question que nous avons reçue de M. Koulibaly, c'est quel est le processus pour un pays qui veut appliquer ANLAS pour lancer le processus? Comme on l'a dit, ANLAS a été lancé il y a quelques semaines, à fin octobre, sur le site du GPE. Et là, vous avez toute la trousse à outils. En anglais, pour l'instant uniquement en anglais. Nous sommes en train de traduire l'ensemble de la trousse à outils en français et ça sera bientôt disponible sur le site GPE. Donc dans l'ensemble, si un pays souhaite appliquer ANLAS et que c'est un pays partenaire GPE, on encouragerait ce pays à lancer le dialogue avec les agences de coordination dans leur pays et avec les groupes locaux d'éducation afin de déterminer, d'une part, si oui ou non, ça serait utile pour le pays d'entreprendre ANLAS et deuxièmement, pour lancer le dialogue et pour identifier le calendrier, les ressources, les détails pratiques pour le faire. Donc c'est une décision qui doit être faite au niveau du pays et dans le cas des pays GPE, ça devrait inclure les groupes locaux d'éducation et les agences de coordination. Et bien sûr, s'il y a des questions sur le plan des outils, du processus ou d'autres questions, eh bien vous pouvez nous contacter, me contacter notamment, et vous aurez toutes les informations contact sur le site GPE. Et je vois que nous avons peut-être une toute dernière question. Nous n'avons plus le temps, mais on va essayer de coincer cette question. Quelle est la spécificité d'ANLAS
par rapport à d'autres programmes semblables. Ça vient de Madame Keke, qui nous demande quelle est la particularité d'Enlace par rapport à d'autres instruments semblables. Ursula, j'aimerais vous poser la question. Merci beaucoup. Oui, la caractéristique distincte d'Enlace, c'est que le processus de participation est géré par le pays, mené par le pays. Et aussi la nature de diagnostic pour dériver des aspects d'amélioration et de recommandation qui sont utiles dans le contexte local. Et en plus de cela également, les dimensions croisées des qualifications du XXIe siècle qui devraient être mises dans les programmes et dans toute l'évaluation d'apprentissage en général. Ça aussi, c'est une caractéristique très distinctive et particulière d'Andas. Merci beaucoup. Je pense que malheureusement, on est arrivé au bout de l'heure qui nous était impartie. Toutes nos excuses qu'on n'ait pas eu aussi long, parce qu'on a démarré un peu en retard. Nous concluons en vous remerciant tous pour avoir participé à ce webinaire, pour l'intérêt que vous portez à Enlace. Je remercie mes collègues Ursula, Ousmane et Monsieur Salem qui ont partagé leurs perspectives. Comme nous l'avons dit, nous avons montré le lien pour les trousses à outils à Enlace que vous avez sur le site GPE et bientôt nous allons publier les rapports des pays de l'Éthiopie, de la Mauritanie, du Vietnam et la version en français des outils. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Tous les participants vont recevoir toutes les présentations, de même qu'un enregistrement du webinaire en anglais ou en français, d'après le canal que vous avez choisi. Merci à nouveau et nous vous souhaitons une bonne journée et on se reverra dans un autre webinaire du GPE. Merci. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir.